Donc ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de définir un petit peu, d'une part, le rayonnement synchrotron, d'autre part, de vous parler un petit peu des caractéristiques de ces installations et les évolutions récentes de ces installations. Ensuite, je vous détaillerai un petit peu plus en détail, je parlerai avec un peu plus de détails de ce projet spécifique d'interface et donc d'analyse d'objets anciens à partir de quelques exemples issus de la littérature. Donc, premier transparent, donc, quelques mots sur l'histoire du rayonnement synchrotron. Donc, vous voyez, en fait, c'est artificiellement colorisé, maintenant que vous avez l'habitude avec la présentation précédente. Donc, cette lumière sur laquelle je vais insister pendant en fait, tout mon exposé. De quoi s'agit-il? Donc, en fait, le rayonnement synchrotron donc, a été postulé théoriquement dans les années 40 en URSS, observé expérimentalement dans la foulée, en fait, à la fois en URSS et aux États-Unis. Et donc, il s'agit du rayonnement qui est émis lorsque l'on accélère une particule chargée. Donc, lorsque l'on accélère des particules chargées, notamment sous l'effet d'un champ magnétique, et lorsque ces particules ont une vitesse qui s'approche de celle de la lumière, on observe une émission qui est celle que vous avez pu voir tout à l'heure, qui est ce pinceau lumineux représenté ici. Il s'agit donc d'un premier temps d'un phénomène qui avait été identifié comme étant en quelque sorte un phénomène parasite de la physique des particules, qui traduisait une perte d'énergie de ces particules. Mais il s'agit, et c'est là la propriété qui nous intéresse, en fait d'une source de lumière extrêmement brillante, j'insisterai sur ce point par la suite, et qui couvre en fait un domaine extrêmement large de l'infrarouge lointain aux rayons X durs. Donc, je viens de vous dire que ça couvre donc de l'infrarouge lointain jusqu'aux X durs, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser tout le domaine de ce spectre, donc infrarouge, visible, UV, etc., rayons X durs, rayons X durs, pour caractériser, pour les faire interagir avec de la matière, et donc faire en quelque sorte le même genre d'expérience que vous trouvez en laboratoire lorsque vous faites de la spectroscopie infrarouge, de la spectroscopie UV, de la spectroscopie visible, et puis toutes les techniques mettant en œuvre les rayons X. Donc c'est pour ça que, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de très nombreuses applications, à la fois en recherche fondamentale et en recherche appliquée, donc qui couvrent la physique, la chimie, les sciences de l'environnement, etc. Et donc le but de cet exposé, ce sera d'insister plus particulièrement sur les aspects patrimoine. Donc je vous ai dit que à la fin des années 40, en fait, on avait observé expérimentalement ce phénomène, et dès 1960, en fait, des installations dédiées ont été construites à la fois aux États-Unis et en Europe, dans le but donc spécifiquement d'étudier et d'utiliser le rayonnement synchrotron. Donc, quelles sont les spécificités de ce rayonnement? Donc, je vous l'ai dit. Pardon. Voilà, excusez-moi. C'est mieux là ou... Oui. Donc, quelles sont les spécificités en fait de ce rayonnement? Donc, d'une part, il est extrêmement intense. Tout d'abord, c'est un faisceau blanc, donc il couvre une large gamme de longueurs d'onde, parmi lesquelles vous allez pouvoir monochromatiser, c'est-à-dire sélectionner la gamme de longueurs d'onde ou la longueur d'onde qui vous intéresse. Il est très intense, donc ça va vous permettre de travailler dans des conditions favorables au point de vue rapport signal sur bruit. Il est très peu divergent, ce qui amène des propriétés notamment très intéressantes dans des techniques de type diffraction. Et puis un certain nombre de propriétés sur lesquelles j'insisterai moins dans le cadre de cette exposition. Donc je vous ai dit que ce rayonnement était extrêmement brillant, donc généralement on caractérise, on donne cette définition en fait à la brillance. Et donc, c'est ce que vous observez ici sur cette comparaison entre des sources classiques qui sont représentées par des traits ici et des sources synchrotrons. Vous avez en quelque sorte donc un flux de photons sur votre échantillon qui peut être à 10 ou 12 ordres de grandeur supérieur à ce que vous obtiendriez avec des sources classiques de rayons X. On est dans la gamme des rayons X. Donc, un tube à anodes tournantes les tubes à anodes tournantes étant en haut en fait, de cette représentation. Donc ceci veut dire de manière pratique que si par exemple vous vous intéressez à la diffraction des cheveux, les cheveux diffractent puisqu'ils sont organisés,
si vous utilisez en fait un tube à rayons X classique, il vous faut travailler environ 10 heures sur une mèche de 100 cheveux. Si vous voulez faire cette fois-ci une cartographie d'une toute petite zone du cheveu en utilisant un faisceau de 5 par 5 microns, il vous suffit de 10 secondes sur une installation synchrotron sur un seul cheveu. Donc la différence est considérable pour certaines applications. Donc au cours des dernières années, on a vu une croissance, une augmentation très importante de cette brillance pour arriver donc, à ce qui est indiqué ici, rien que pour indiquer donc, les sources synchrotrons françaises, donc DCI et Super ACO qui sont fermées maintenant. Vous voyez qu'il y a vraiment 8 ordres de grandeur, plus de 7 ordres de grandeur par comparaison aux sources de dernière génération. J'ai indiqué ici juste les sources françaises en haut, donc ESRF qui est en fait européen et Soleil. Donc un petit peu plus de détails et puis ensuite donc, je passerai à des aspects plus spécifiques sur l'interface. Mais il est vraiment très important en fait, de voir ces différentes évolutions. Donc première génération en fait, de synchrotrons, donc je vous l'ai dit en fait, encore plus fort, encore plus fort. Ah, bon. Ah, ma voix tombe à la fin des phrases. Donc première génération de synchrotrons. Donc, je vous l'ai dit, il s'agissait d'utiliser un faisceau de particules donc, que l'on courbait par l'intermédiaire d'un champ magnétique. Et donc, on utilisait typiquement en fait, des installations qui avaient été imaginées auparavant en physique des particules. Donc, ce sont de cette période-là que datent les premières installations synchrotrons, y compris DCI, dans la région parisienne. On s'est rendu compte très rapidement en fait, que le rayonnement était émis dans un cône d'angle petit, donc de l'ordre du milliradian, et qui dépendait principalement de l'énergie des électrons en rotation. Donc l'innovation suivante en fait, a constitué à donc, utiliser le fait que cette émission était émise dans un cône extrêmement étroit et de faire interférer en fait, des émissions successives qui étaient obtenues par l'utilisation en fait, d'aimants et donc en faisant osciller comme ceci la trajectoire du paquet d'électrons. Donc en faisant interférer de manière cohérente en fait, le long de ces périodes ici les différents rayonnements émis, on obtenait un spectre, une émission constituée de raies discrètes et dont l'intensité était considérablement augmentée. Le cône d'ouverture était lui réduit et la brillance globale était donc très augmentée. Donc ce sont des innovations qui sont apparues au cours des années 80, notamment avec le premier synchrotron utilisant ce type d'innovation à Daresbury en Angleterre. Et puis la troisième génération, qui est celle qui est mise en œuvre actuellement, consiste donc à utiliser au maximum en fait, ce type d'installation qu'on appelle onduleur, donc dans lequel vous faites onduler le paquet d'ondes d'électrons, de manière à utiliser au maximum donc, la brillance donc additionnelle que l'on récupère au niveau de ce type d'installation. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est que vous partez d'un synchrotron qui est en fait rond, et maintenant on cherche plutôt en fait à maximiser les sections droites dans lesquelles vous pouvez mettre ce type d'installation. Donc je vais maintenant vous détailler un petit peu plus en détail le synchrotron Soleil plus particulièrement. Donc il s'agit d'un synchrotron qui est plutôt optimisé pour les rayons X mous. Donc je vous donne ici un certain nombre de caractéristiques. Donc vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une grosse installation, d'une circonférence de 350 mètres en gros, qui en 2006 aura en gros une personne par mètre de circonférence, et avec un budget qui est de l'ordre du million d'euros par mètre de circonférence également. Donc, lorsque vous regardez en fait le rayonnement qui peut être émis
donc liées aux caractéristiques intrinsèques en fait, du synchrotron. Vous voyez que vous couvrez, comme je vous l'ai dit initialement, une très grande gamme de longueurs d'onde, donc allant en gros des rayons X durs à l'infrarouge lointain ici. Donc, dans cette gamme, vous allez trouver donc les rayons X, avec lesquels vous allez pouvoir faire des expériences de type fluorescence de rayons X pour avoir une information sur la composition élémentaire de vos échantillons. Vous allez pouvoir faire des expériences de type absorption des rayons X, qui va vous donner une information sur la chimie locale en fait, de vos échantillons, et puis des expériences de type diffraction et diffusion qui mènent à une information plutôt structurale. Et puis, vous pouvez utiliser aussi, et ce sera particulièrement donc, utilisé à Soleil, travailler dans les gammes UV, visible et infrarouge, avec des techniques de type spectroscopie et microscopie, principalement pour ce qui nous intéresse dans ces applications. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez utiliser ces techniques en mode micro-faisceau et donc focaliser, on sait maintenant focaliser les rayons X sur des zones analysées inférieures au micron carré. Et donc, vous pouvez avoir toutes les informations que je vous ai indiquées, donc des informations élémentaires, chimiques et structurales, à une échelle qui est inférieure au micron carré. Vous pouvez également coupler différents types de méthodes au même point d'analyse. Bon, ce n'est pas exactement le cas de l'expérience qui est montrée ici, mais vous voyez que si vous réussissez à coupler en fait, ces différentes techniques, vous pouvez avoir une information qui vous renseigne sur du niveau en gros atomique jusqu'à la structure, voire la texture de votre matériau, donc à des échelles très différentes. Donc le long du synchrotron, vous allez trouver en fait un certain nombre de lignes de faisceaux qui sont indiquées ici et qui correspondent plus particulièrement à des expériences menées dans des domaines de longueur d'onde particuliers et optimisés pour ces domaines de longueur d'onde. En 2006, vous aurez 10 lignes qui seront ouvertes sur le synchrotron Soleil. En 2009, 24, éventuellement à terme un potentiel de 42 lignes. Donc, pour vous montrer un petit peu, en fait, donc ici, en mettant juste quelques lignes, le fonctionnement, en fait, vous avez donc ici, en A, une espèce de... donc, chacune de ces lignes, en fait, est constituée un petit peu de 3 sections, comme ici, et dans laquelle travaille, en fait, un groupe particulier, et qui va donc faire des analyses dans un domaine spectral particulier. Vous avez... en gros, donc, une cabane optique ici qui va vous permettre de sélectionner en fait, le domaine de longueur d'onde dans lequel vous travaillez et d'obtenir un faisceau avec des caractéristiques qui correspondent à ce que vous attendez. En B, ici, vous allez placer votre échantillon et donc, éclairer votre échantillon avec le faisceau incident et effectuer votre expérience. Et puis, vous avez une partie informatique d'acquisition. Ce qui a énormément évolué donc, au niveau de la focalisation et ces dernières années principalement, donc là je vais emprunter ce transparent, c'est l'arrivée en fait, d'un grand nombre de dispositifs permettant de focaliser les rayons X, ce que l'on ne savait pas faire avant, donc qui vont des guides d'onde aux polycapillaires, aux lentilles de Bragg-Fresnel, etc. Et donc ces différents dispositifs vont vous permettre de faire donc, ce que l'on ne pouvait pas faire auparavant, et donc d'obtenir des tailles de faisceaux extrêmement petites, et donc d'utiliser ces techniques donc de fluorescence, de diffraction, de diffusion, en mode dit en jargon micro-imagerie, et qui donc vous permet de travailler sur des zones particulièrement petites de vos échantillons. On imagine évidemment l'importance que ça peut avoir spécifiquement dans des domaines comme le patrimoine. Donc bon, ici, quelques contraintes techniques. Ce que je retiens principalement, c'est que de manière à avoir en fait, le faisceau qui vous intéresse avec les propriétés que je viens d'énoncer, il vous faut en fait une stabilisation de votre faisceau au micromètre sur les 354 mètres de circonférence. Donc, ce qui veut dire plusieurs centaines d'aimants de focalisation et également un contrôle de la stabilité du sol drastique. Donc de l'ordre du micromètre sur 10 mètres de ligne, le tout sur 1 heure. Donc je vais maintenant vous détailler un petit peu plus en détail les potentialités donc, de ce type d'installation
pour le patrimoine et l'archéologie. Donc tout d'abord en vous donnant un petit peu des grandes lignes, et puis ensuite en vous montrant quelques réalisations récentes qui ont été accomplies sur d'autres installations. Donc tout d'abord, je tiens à faire cette distinction tout de suite. Lorsqu'on parle matériaux du patrimoine ou matériaux archéologiques, on parle évidemment d'échantillons extrêmement variés, donc qui vont des tableaux, des objets des musées de taille macroscopique, donc échantillons prestigieux, ou donc qui vont de ces échantillons, rares échantillons, et qu'on aura du mal probablement à transporter de manière à pouvoir les étudier sur ce type d'installation, jusqu'aux grandes séries d'échantillons archéologiques qui sont relativement plus faciles à déplacer, avec des objets qui, la plupart du temps, sont dans des états relativement dégradés ou corrodés. Donc les acteurs spécifiques qui étudient ces différents objets, ces acteurs sont particulièrement spécifiques. On pense à un certain nombre de laboratoires qui vont vous être illustrés en fait demain et après-demain, et qui travaillent spécifiquement sur des objets du patrimoine, et également d'autres opérateurs, à commencer d'autres acteurs, on pense au musée. Donc pourquoi un tel projet ? En fait, ce projet s'inscrit dans le développement en fait, d'enjeux, dans l'étude d'enjeux spécifiques de société au niveau des grands instruments. Donc, on pense à toutes les problématiques autour de l'environnement, sciences de la Terre, sciences de l'univers, environnement. Également, dans la perspective d'une meilleure articulation entre les laboratoires et les grands instruments. On peut également souligner le fait que, d'une part, les synchrotrons français ont fourni une grande part en fait, des travaux sur le patrimoine au cours de ces dernières années, et qu'on peut trouver peut-être en Europe une spécificité un petit peu culturelle qui associe en fait un patrimoine important et également des moyens pour les étudier. Et puis en fait, dernier point important, et j'imagine que votre présence le montre ici aujourd'hui, il y a un intérêt du public pour ces problématiques spécifiques artistiques et patrimoine. Donc quelles sont les propriétés un petit peu de ces matériaux du patrimoine ? Tout d'abord, ils sont, comme je vous l'ai dit, en fait, d'une extrême variété. Donc ce sont des matériaux minéraux ou organiques, amorphes ou structurés, et qui souvent associent ces différents aspects. Donc le fait que l'on va pouvoir coupler différentes méthodes et qu'on va pouvoir passer d'une méthode à un autre est un aspect important pour étudier ces échantillons. Ce sont également des échantillons qui généralement, donc, comme je vous l'ai dit, sont très hétérogènes. Certains sont rares, donc, notamment les objets que j'ai qualifiés de prestigieux précédemment, et donc le fait que ces techniques soient non ou micro-destructives est particulièrement importante. Également, donc, je vous l'ai dit, les techniques d'imagerie, il y a la possibilité de travailler avec un micro-faisceau, va nous permettre donc de cartographier ces échantillons, soit de petite taille eux-mêmes, soit avec des hétérogénéités qui renferment beaucoup d'informations. Par contre, j'ai mis ici en rouge un petit peu les aspects qui sont un petit peu plus délicats. Donc évidemment, vous l'avez vu, le synchrotron n'est pas portable. Je parlerai un petit peu plus à la fin, et j'imagine qu'également Jean-Pierre Mohen en parlera, des aspects, le développement des outils portables d'études en fait, des œuvres sur place directement dans les musées sort du cadre bien sûr de cet exposé. Et puis également, on peut avoir dans certains cas des difficultés à placer de grands objets sous le faisceau. Donc quels sont les types de méthodes que l'on va pouvoir utiliser, et surtout quelles sont les informations qui peuvent nous intéresser. Donc tout d'abord, vous verrez dans les exemples qui suivent que les éléments traces, c'est-à-dire les éléments présents en petite quantité dans des échantillons anciens, nous apportent sont l'origine de nombreuses informations. Donc la détection, la quantification et la spéciation de ces éléments en petite quantité est particulièrement importante. Donc c'est ce que l'on va faire en utilisant des techniques du type fluorescence des rayons X et absorption des rayons X. La structure des échantillons peut également nous intéresser, vous en verrez des exemples. Et donc
des techniques de type diffraction ou microscopie infrarouge va nous renseigner sur la structure moléculaire ou atomique des échantillons. À l'échelle microscopique, vous avez également un certain nombre de méthodes utilisables, et puis on peut penser que la coordination, en fait, l'utilisation de plus en plus de ces techniques pour l'étude d'objets du patrimoine peut mener à de nouveaux développements. Et on pense notamment à la datation, qui est un enjeu particulièrement important. Donc si l'on regarde un petit peu en fait, les différents types d'interactions qui avaient été soulignés entre le CNRS et le ministère de la Culture, on voit que en fait, un certain nombre de points rentrent tout à fait dans le cadre de ce que l'on peut étudier sur synchrotron. Donc la connaissance des matériaux du patrimoine, avec leur identification chimique et structurale et éventuellement leur datation. La compréhension des processus de préservation des matériaux à long terme, l'histoire de l'art et des techniques, et la conservation et restauration des œuvres, notamment avec l'identification des modes de dégradation. Donc lorsque l'on regarde au niveau des publications, c'est généralement ce qui est utilisé donc, pour évaluer un petit peu la progression des thèmes de recherche, on voit qu'au cours des différentes années, tout en restant quand même très modéré, on a une croissance importante des publications sur le thème archéologie patrimoine, et ça se comprend assez bien, puisque lorsque l'on regarde en fait les techniques qui sont utilisées dans les laboratoires du patrimoine, lorsqu'on voit qu'un certain nombre des méthodes dont j'ai parlé auparavant, donc mettant en jeu l'infrarouge, la diffraction des rayons X, la fluorescence des rayons X, que j'ai indiqué ici en vert, sont particulièrement importantes et sont parmi les méthodes les plus citées par les laboratoires travaillant sur les matériaux anciens. Par contre, l'étude par le biais de synchrotron reste relativement modérée pour l'instant. Donc, comme j'ai regroupé ici un petit peu donc, les différents matériaux que l'on peut voir liés aux différentes thématiques scientifiques principales. Alors, quelles sont tout d'abord ces thématiques? Donc, tout d'abord, comprendre les modes de production des œuvres, identifier les techniques artistiques et contribuer à leur identification, déterminer les voies commerciales et les sites de production, donc ça se fait en utilisant justement la mesure des éléments traces, mieux comprendre les processus de dégradation et de corrosion, et puis un aspect également concernant la nutrition ou les paléopathologies en travaillant sur des échantillons d'origine biologique et principalement d'origine humaine. Donc on voit en fait que la gamme de matériaux que l'on peut exploiter et qui ont été étudiés par rayonnement synchrotron est extrêmement large. En fait, quand vous regardez dans un musée, vous avez une gamme de matériaux extrêmement large et c'est celle que vous retrouvez ici dans ces publications. Donc j'ai surligné en fait en jaune les exemples que je vais vous donner à présent. Donc quelques illustrations de travaux qui ont été effectués sur installation synchrotron. Donc à l'exception en fait de la dernière illustration, ce sont des travaux en fait que j'ai pris dans la littérature et qui sont qui proviennent de recherches d'autres groupes en fait. Donc premier point, donc par exemple dans la perspective justement d'une meilleure compréhension des techniques artistiques, l'identification de pigments sur des œuvres picturales, donc, ici étude de tableaux. L'exemple qui est donné vient donc d'un peintre catalan, né en 1415 et mort à la découverte de l'Amérique, dont les pigments en fait, dont certains pigments sont difficiles à identifier. La seule chose que l'on sait, c'est que ce sont des composés à base de cuivre. Et la raison pour laquelle en fait ces pigments sont particulièrement difficiles à étudier, c'est que ce sont des mélanges complexes, et notamment en fait en stratigraphie, c'est-à-dire que vous avez des superpositions de couches contenant des pigments et des mélanges de pigments complexes et différents. Ce sont des mélanges complexes non seulement justement au niveau de cette stratigraphie, c'est-à-dire intentionnellement, mais déjà au niveau de la synthèse de ces pigments. Et donc vous retrouvez en fait des synthèses relativement peu sélectives et donc des mélanges extrêmement complexes au niveau même de la matière première qu'a utilisé le peintre. Et puis ce sont des pigments qui ici sont d'une faible cristallinité, ça veut dire qu'ils vont mal diffracter, et donc l'identification des phases avec des techniques classiques est difficile. Donc les méthodes qui sont classiquement utilisées en fait pour étudier des coupes de peinture, donc,
ou pour étudier des tableaux, la composition donc, des pigments. Ça va être des techniques, donc j'en cite quelques-unes ici, de type par exemple microscopie électronique à balayage, qui va vous permettre d'identifier en fait la composition élémentaire de ces différentes couches, des techniques de type fluorescence des rayons X, notamment dans le cadre de développement d'outils portables, c'est-à-dire de tubes à rayons X et de détecteurs que vous placez en face de la toile dans un musée sans vous déplacer. Et puis des techniques qui aujourd'hui sont en plein essor dans le monde du musée, dans les mondes des musées, qui utilisent des techniques du type Raman en fait. Donc ces différentes méthodes se heurtent à un problème donc, important. Donc, si vous travaillez sur des coupes de peinture, vous pouvez, par microscopie électronique, par microscopie électronique à balayage, avoir la teneur élémentaire, mais vous n'identifiez pas facilement les phases. Par fluorescence des rayons X, donc cette fois-ci non destructif, sans travailler sur des éclats de peinture, vous avez toute la superposition des couches qui vous gêne beaucoup. Et également, si vous travaillez en Raman, vous pouvez avoir ce même genre de problème. Donc lorsque vous regardez un petit éclat de peinture, donc en fait ces éclats de peinture proviennent soit de prélèvements, soit très fréquemment en fait dans le cadre de travaux de restauration d'œuvres, ce sont des éclats qui tombent d'eux-mêmes lors du transport des œuvres et de leur manipulation. Et donc on conserve en fait précieusement ces échantillons qui sont de taille extrêmement restreinte pour l'étude des pigments et des couches picturales. Donc ce que vous voyez ici, donc à partir de la préparation en plomb qui est marquée, qui est identifiée ici, et puis les couches successives, vous voyez que vous pouvez, dans certains cas, vraiment discerner de manière très claire différentes couches. Donc l'échelle vous est donnée ici, dont l'épaisseur varie classiquement de la dizaine à la centaine de microns sur les œuvres peintes à l'huile, en fait. Et puis vous pouvez avoir, et c'est le cas, c'est ce que vous avez, cette couche très fine à l'extérieur, qui est plutôt une couche de vernis, en fait, qui s'est en l'occurrence altérée. Donc, ce que vous pouvez faire avec des techniques de type micro-imagerie, et ce qui était relativement difficile à faire auparavant, c'est que vous pouvez prendre donc cet échantillon, le mettre devant le faisceau focalisé dont je vous ai parlé auparavant, et faire des images de diffraction avec des échelles allant jusqu'à 1 micromètre par 1 micromètre. Donc ça va vous permettre de faire un certain nombre de diagrammes de diffraction dans les différentes couches, et puis d'identifier en fait les différents pigments directement à partir de leur diagramme de diffraction, et ainsi donc d'identifier en fait les composés qui sont présents au niveau des différentes couches picturales des tableaux. Donc en l'occurrence, ce que cette étude a montré, c'était d'une part, donc, cette étude a permis d'identifier, en fait, dans ce cas bien précis, quels étaient les pigments qui avaient été utilisés au sein des différentes couches, de montrer par exemple qu'au-dessus de la préparation, vous avez une préparation un petit peu différente, un petit peu colorée, sans doute pour avoir des propriétés optiques particulières. Également qu'entre différentes œuvres, vous avez des procédés, donc des pigments en fait, qui sont une succession de pigments qui est très similaire, donc ça peut vous aider à avoir une idée sur l'identification des œuvres et éventuellement leur datation, se dire un petit peu que c'est le même pot de pigments qui a pu être utilisé sur certaines zones de l'œuvre, par exemple. Et puis, vous pouvez également essayer de reproduire ces pigments à partir de procédés anciens, et c'est ce qui avait été appliqué dans le cadre de cette étude. Et vous pouvez essayer de discriminer entre différentes recettes de fabrication, menant donc au mélange de phases que vous observez au sein de ces différentes couches picturales. Donc, autre exemple très différent, cette fois-ci issu de problématiques liées à la corrosion, donc des alliages de fer. Donc c'est ce que j'ai illustré ici. Donc, on observe en Inde, en fait, dans certains cas, des préservations exceptionnelles d'objets en fer, qui sont notamment des objets qui ont été fondus, en fait, aux alentours de 400 après Jésus-Christ. Ce que l'on sait de la même manière, c'est que la teneur en phosphate, en fait,
de ces alliages de fer est particulièrement importante, et notamment en surface, sans savoir exactement quelle est l'origine. En fait, on peut en imaginer plusieurs, de cette teneur élevée en phosphate. À partir de techniques de microdiffraction encore, donc sensiblement le même genre de méthode que ce que je vous ai montré précédemment, vous pouvez identifier en fait les phases cristallines formées et confirmer la présence de composés de type phosphate de fer et essayer de mieux comprendre en fait pourquoi ces objets ont réussi à résister à la corrosion de manière absolument exceptionnelle sur des périodes de temps aussi importantes. Enfin, dernier exemple, donc je reviens sur les cheveux, puisque en fait ça a fait l'objet de recherches que j'ai pu faire il y a quelques années. Donc on s'intéresse ici donc, à des cheveux archéologiques, ce sont des cheveux de momies égyptiennes. Et donc ce qui peut être particulièrement intéressant, c'est que ça va vous donner donc, des échantillons biologiques et vous allez pouvoir travailler en fait sur le vieillissement d'échantillons biologiques, donc sur le vieillissement des protéines, avec des temps caractéristiques de l'ordre du millier d'années, ce qui ne vous est pas accessible, bien sûr, à part à travers des échantillons archéologiques. Donc c'est ce qui a été fait, enfin c'est ce que j'ai fait en fait dans le cadre de ce travail. Et donc vous voyez qu'en étudiant en fait la structure des kératines dans le cheveu, donc à différentes échelles, le cheveu possède une organisation extrêmement rigoureuse sur un grand nombre d'échelles. C'est une espèce de corde tressée avec des enroulements et des surenroulements à différentes échelles. Donc cet assemblage étant organisé diffracte, et donc vous pouvez effectuer des expériences de diffraction et donc observer que la structure des kératines et la texture, en fait, l'organisation générale des kératines est préservée de l'échelle, je dirais, atomique jusqu'à l'échelle de l'échantillon lui-même sur ses cheveux. Vous pouvez également vous intéresser donc faire des sections de ces cheveux et regarder un petit peu comment les éléments sont distribués dans la section de ces cheveux. Et donc vous allez pouvoir observer, comme dans le cas de ces cheveux de momies égyptiennes de nouveau, que vous avez des distributions extrêmement hétérogènes des éléments présents dans le cheveu. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, en fait, jusqu'ici, les techniques qui étaient utilisées pour étudier ce type d'échantillons étaient principalement des dosages macroscopiques, et donc on avait tendance à mélanger en fait l'information venant de ces différentes zones d'échantillons, enfin, des différentes zones de cet échantillon biologique, qui sont donc zones qui sont différentes biologiquement, mais aussi qui ont été exposées de manière différente à l'environnement. Et donc ici, vous allez en fait pouvoir identifier, en l'occurrence, du fer en surface, du manganèse en surface également à l'intérieur du cheveu, et que l'on a pu en fait relier à la fois au processus de momification, c'est le cas du fer ici, et peut-être à l'utilisation de produits cosmétiques, l'utilisation de produits cosmétiques au manganèse à cette période étant avérée en Égypte, enfin de produits de teinture des cheveux plus spécifiquement. Donc j'en ai fini un petit peu avec les exemples. Les grandes difficultés, bon, vous les imaginez un petit peu pour monter ce type de projet, c'est qu'il s'agit d'un domaine particulièrement pluridisciplinaire. Donc là, je pense que les exemples que je vous ai montrés le montrent. Que les utilisateurs, donc, par exemple ceux venant des musées, sont peu habitués à travailler avec ce type d'instruments, et puis également peuvent se poser des problèmes de financement. Bon, là, je vous ai juste mis en quelques mots en fait, ce que l'on peut imaginer. Avoir une personne dédiée au sein d'un synchrotron, pour l'instant moi, qui fasse ce genre d'interface, et également essayer de faciliter un petit peu l'accès aux personnes travaillant dans les musées, aux personnes travaillant dans les laboratoires du patrimoine à ce type d'installation, également apporter un support particulier, et puis éventuellement créer des installations dédiées plus spécifiquement à l'étude du patrimoine. Donc bon, voilà quelques réalisations un petit peu, enfin j'en ai juste mis quelques-unes. Donc un point très important, c'est évidemment le recensement des différentes possibilités. Soleil est membre du groupement de recherche matériaux du patrimoine et synchrotron Soleil du CNRS. Donc ça vous montre que autour de ces thématiques, les instances nationales essayent de mettre en place
justement des réseaux qui permettraient de mieux faire fonctionner en fait cette interface entre physique et matériaux du patrimoine, physique et archéologie, physique et peut-être sciences de l'homme et de la société. Et puis pour ce qui est donc des complémentarités avec des instruments portatifs, pardon, il y a une petite faute. Donc je vous renvoie à l'exposé de Jean-Pierre Noël demain à 9h30. Et puis juste pour finir cet exposé, donc voilà une photo du site tel qu'il est actuellement en construction. Enfin, c'est une photo qui date d'un mois. La couverture, je crois, est finie à présent. Donc vous voyez qu'il s'agit effectivement d'un très grand instrument. Et donc potentiellement avec la possibilité donc, de développer un certain nombre de projets dédiés, dont celui qui vous intéresse aujourd'hui, donc à l'interface entre art et physique. Je vous remercie. Des questions sur cet exposé prospectif de Soleil pour le patrimoine? Loïc, le projet Soleil a beaucoup d'actions dans le domaine de la pédagogie, parce que vous développez des valises pédagogiques et des trucs comme ça. Vous accueillez les visiteurs. Le premier pavillon qui a été terminé, c'était le pavillon des visiteurs. Et on peut même voir des petites manips avec des lasers dans le pavillon des bancs. Comme ici, vous avez un auditoire essentiellement d'enseignants, ce serait peut-être, pourriez-vous dire quelques mots sur ces ressources que vous leur mettez à disposition? Oui, alors, tout à fait. Vous avez effectivement un certain nombre d'installations spécifiques qui ont été créées vis-à-vis, enfin, donc, à destination des enseignants. Et donc je pense effectivement, comme vous disiez, donc d'une part sur le site vous avez un espace d'exposition qui d'ailleurs va être ouvert, donc, qui est déjà ouvert au public dans les préfabriqués dans lesquels on travaille actuellement, et qui va être ouvert au public dans sa forme définitive d'ici la fin de l'année. Donc vous avez tout d'abord sur le synchrotron, et ça le Conseil en fait, régional d'Île-de-France a énormément insisté sur cet aspect. Vous avez des installations dédiées, des expériences, de quoi tout à fait accueillir des enseignants. Et vous avez effectivement du matériel pédagogique, et notamment justement les valises pédagogiques dont vous parliez. Bientôt une valise pédagogique qui devrait être centrée sur ces problématiques du patrimoine, j'espère l'année prochaine. Et donc vous avez effectivement un certain nombre d'outils pédagogiques. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement quelle est la procédure pour avoir accès aux installations ou obtenir ces documents. Vous avez mon adresse électronique dans le document, donc moi je vous redirigerai sans aucun problème vers la personne qui saura vous renseigner. Sinon, si je peux compléter, si tu le permets, vous faites une recherche sur Internet, vous tombez facilement sur le site du Synchrotron Soleil, et là, tout est bien expliqué pour rentrer en contact avec les personnes, et notamment les personnes spécialement qui orientent spécialement les professeurs de sciences physiques ou les instituteurs. Donc sans vouloir tirer contre mon camp, en fait, vous allez trouver